Fermez les yeux 2 secondes. Nous sommes à la fin des années 90 ou au début des années 2000. C'est vendredi après-midi, l'école est terminée. Votre cartable est déjà abandonné dans le coin de la maison. Vous venez de finir votre goûter dans la bande à Picsou ou les minicums, et la seule chose qui vous préoccupe, c'est le duel Yu-Gi-Oh que vous allez livrer dans la cour de récréation lundi matin. La vie est simple, la vie est belle. Les journées semblent interminables. Internet n'a pas encore envahi chaque seconde de notre quotidien et le monde conserve encore cette part de mystère que seuls les enfants savent vraiment voir. Mais au milieu de cette innocence, il existait un endroit particulier. Un endroit que nous avons tous croisé au moins une fois. Un rayon spécifique de la bibliothèque de l'école. Vous savez exactement lequel. Celui devant lequel on ralentissait toujours sans vraiment savoir pourquoi. Celui qui nous attirait autant qu'il nous inquiétait. Des couvertures fluorescentes, des monstres impossibles, des visages inquiétants, des illustrations qui semblaient presque vivantes. Et malgré cette étrange sensation dans le ventre, on ne pouvait jamais s'empêcher d'en ouvrir un. Les chairs de poule. Pendant des années, R.L. Stine a été notre premier contact avec l'horreur, notre Stephen King à nous, le créateur de nos premiers cauchemars. Aujourd'hui, avec nos yeux d'adultes, c'est facile d'en rire. Quand on repense à ces livres, on se souvient surtout du nain de jardin maléfique, des momies en colère, du masque hanté, et franchement, dit comme ça paraît presque ridicule. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent. Parmi les 62 tomes originaux, certains étaient profondément dérangeants. Des livres qui n'avaient absolument rien à faire entre les mains d'un enfant de 8 ans. Des histoires de possession, d'imposteurs, de transformations irréversibles, de morts vivants, de paranoïa et surtout des fins où le héros perdait tout, sans fin heureuse, sans échappatoire, sans la moindre lueur d'espoir. Aujourd'hui, on va laisser la nostalgie de côté. On va rouvrir les livres qui nous ont empêchés de dormir. On va replonger dans les histoires qui nous semblaient anodines quand nous étions enfants, mais qui, avec le recul, étaient bien plus sombres qu'on ne l'imaginait. Alors préparez votre meilleure veilleuse, vérifiez qu'aucune marionnette ventriloque ne vous observe depuis un coin de votre chambre, et assurez-vous qu'aucun masque étrange ne traîne dans votre placard. Parce qu'aujourd'hui, on va redécouvrir les chairs de poule les plus glauques, les plus sombres, les plus perturbants et les plus traumatisants de toute la collection. Alors mes chers fantômes et petits gobelins, dépoussiérez vos vieux cauchemars, car les monstres qui hantaient nos bibliothèques nous attendent encore dans l'ombre. Et croyez-moi, ils ne nous ont jamais vraiment oubliés. On attaque fort avec le tome 11. Aux États-Unis, la couverture originale de Tim Jacobus est vraiment cool. On a ce masque vert, ses yeux jaunes, ce fond rose fluo typique des années 90. Ça fait penser à un méchant de cartoon. C'est sympa, mais ça ne va pas ruiner ton enfance. Et puis, il y a la version française, dessinée par Henri Galeron. Regardez-moi cette horreur. On est sur un visage putréfié, avec des veines apparentes et un regard complètement vide. On dirait presque que la peau est en train de fondre. Rien qu'en voyant ça sur l'étagère de ta bibliothèque, tu savais que tu n'allais pas bien dormir. L'histoire, c'est celle de Carly, la victime parfaite. Elle a peur de tout et les 2 petites frappes de son école, Chuck et Steve, passent leur temps à la martyriser. Pour Halloween, Carly craque. Elle veut se venger. Elle trouve un vieux magasin de farces et attrape glauques, se faufile dans l'arrière-boutique et vole le masque le plus repoussant qu'elle peut trouver. Elle le met, elle fait flipper tout le monde, contrat rempli. Sauf que le masque commence à chauffer, sa voix change. Et quand elle rentre chez elle pour l'enlever, impossible. Le masque ne fait plus qu'un avec sa peau. D'ailleurs, petit fun fact, sur la conception de ce livre, l'auteur R.L. Stine a eu cette idée un soir d'Halloween. Son propre fils, Matt, avait mis un masque de Frankenstein en caoutchouc beaucoup trop serré. Le gamin n'arrivait plus à l'enlever et a commencé à paniquer en hurlant. Mais revenons à Carly. Comment on se débarrasse d'un masque parasite ? Selon le vendeur flippant de la boutique, il faut un symbole d'amour. Carly utilise alors une sculpture de sa propre tête, fabriquée par sa mère. Elle réussit à l'arracher. Tout est bien qui finit bien. Sauf qu'à la dernière page, son petit frère rentre dans la chambre, avec le masque sur le visage. Et il demande « Hé,
Comment on enlève ce truc ? Le masque hanté jouait sur notre peur de l'étouffement et de perte d'identité. C'était de l'horreur, très personnelle. Mais au moins, le danger était sur votre visage. Vous saviez contre quoi vous battre. Ce qui est beaucoup plus terrifiant, c'est quand le monstre n'est pas sur vous, mais qu'il a pris la place de la personne qui est censée vous protéger. Ne descendez pas au sous-sol. Et cette fois, Henri Galeron nous offre une image particulièrement violente. Au premier regard, on voit un enfant pris au piège dans l'obscurité. Des lianes, ou peut-être des tentacules, s'enroulent autour de son corps et de son cou. Il semble surgir du noir pour l'attirer vers quelque chose d'invisible. Ce qui est intéressant avec cette illustration, c'est qu'elle ne montre pas un monstre. Elle montre la sensation d'être capturé, le sentiment d'être dépassé par quelque chose que l'on ne comprend pas. Et quand on est enfant, il n'y a pas beaucoup d'endroits plus mystérieux qu'un sous-sol. Mais malgré toute l'affection que j'ai pour cette version française, ma couverture préférée reste la première édition américaine. Elle est beaucoup plus simple, une porte entr'ouverte, une main verte recouverte de mousse. Et pourtant, elle raconte presque toute l'histoire à elle seule. On a l'impression que quelque chose est en train de sortir, comme si les cauchemars cachés dans le sous-sol avaient enfin trouvé un moyen de pénétrer dans notre monde. Comme si la porte qui devait nous protéger venait tout juste de céder. Et ça, pour moi, c'est infiniment plus inquiétant que n'importe quel monstre montré de face. L'histoire suit Margaret et son petit frère Casey. Leur père, le docteur Brewer, est botaniste. Après avoir perdu son emploi, il transforme le sous-sol de la maison en laboratoire expérimental. Et il impose immédiatement une règle. Personne ne descend. Évidemment, plus il interdit cet endroit, plus les enfants deviennent curieux. Mais très vite, un autre problème apparaît. Leur père commence à changer. Il devient agressif. Il passe ses journées enfermé dans son laboratoire. Des feuilles semblent même lui pousser sur la peau. Et lorsqu'il se blesse, ce n'est pas du sang qui coule, c'est un liquide vert. Margaret et Casey finissent alors par découvrir l'impensable. Leur père a créé une forme de vie végétale capable d'imiter parfaitement un être humain. Et désormais, ils ne savent plus si l'homme qui partage leur maison est leur véritable père ou une copie. Dans le final, les enfants retrouvent leur vrai père prisonnier du sous-sol. Le clone végétal est détruit. La famille est réunie. Tout semble enfin terminé. Enfin, nous sommes dans Chair de poule. Et dans Chair de poule, le dernier mot appartient toujours au cauchemar. Le lendemain matin, Margaret se promène dans le jardin. Elle remarque une petite fleur. Une fleur parfaitement ordinaire. Puis la fleur se tourne vers elle. « Aide-moi, Margaret. Je suis ton vrai papa. » Mais aussi effrayantes que soient les plantes mutantes, elles ont au moins une excuse, elles sont vivantes. Le vrai cauchemar commence lorsqu'un objet inanimé décide soudainement de vous regarder, lorsqu'un sourire figé semble devenir un peu trop réel. Et dans l'univers de Chair de poule, personne n'incarne mieux cette peur que lui. Bienvenue dans le monde de Slappy. Avec ce roman, R.L. Stine nous offre ce qui deviendra probablement le personnage le plus emblématique de toute la saga Chair de poule. Un personnage qui dépasse largement les frontières des livres. On le retrouvera dans la série télévisée, les jeux vidéo, les adaptations cinématographiques et dans de nombreux autres romans de la franchise. Pour toute une génération de lecteurs, lorsqu'on pense à Chair de poule, c'est son visage qui apparaît immédiatement. Et pourtant, ce qui me plaît dans cette couverture française, c'est qu'elle ne cherche pas à nous montrer un monstre. Elle cherche à nous mettre mal à l'aise. Regardez la composition. À gauche, une jeune fille éclairée par une lumière orangée. Son regard est inquiet. Elle semble avoir aperçu quelque chose dans l'obscurité. Et à droite, occupant presque la moitié de l'image, se tient Slappy. Son sourire est figé, ses sourcils semblent dessinés comme ceux d'un méchant de dessin animé. Et pourtant, ce n'est pas son apparence qui fait peur, c'est son regard. On a l'impression qu'il sait quelque chose que nous ignorons, qu'il nous observe discrètement depuis le début. Et puis, il y a cette lune, suspendue au milieu du ciel. Comme si toute la scène se déroulait pendant que le reste du monde dort. Comme si personne ne pouvait venir vous aider. Cette couverture raconte déjà l'idée centrale du roman. Un enfant face à quelque chose qui ne devrait pas être vivant. Quelque chose qui sourit, mais qui ne ressent absolument rien. L'histoire suit les jumelles Lindy et Chris. Un jour, en fouillant dans une benne à ordures, Lindy découvre un vieux pantin de ventriloque abandonné. Elle décide de le ramener à la maison et lui donne un nom, Slappy. Au départ, ce n'est qu'un jouet.
Mais très vite, des événements étranges commencent à se produire. Des objets disparaissent, des catastrophes surviennent, et à chaque fois, Slappy semble être présent. Évidemment, personne ne croit les filles. Après tout, comment un pantin pourrait-il être responsable de quoi que ce soit? Pourtant, elles vont bientôt découvrir que Slappy est capable de parler, de se déplacer et surtout de manipuler ceux qui l'entourent. Au fil du roman, Chris et Lindy comprennent finalement que Slappy est bien vivant. Le pantin parle lorsqu'il pense être seul. Il se déplace pendant la nuit. Et surtout, il adore semer le chaos autour de lui. Mais après plusieurs affrontements, les deux sœurs découvrent le secret de son pouvoir. Une formule magique inscrite sur un morceau de papier caché dans sa veste. En récitant les mots à l'envers, elles parviennent finalement à neutraliser Slappy. Le pantin s'effondre. Il n'est plus qu'un simple morceau de bois. Cette fois, c'est terminé. Enfin, vous connaissez la règle. Dans les dernières pages, un autre pantin apparaît. Son nom est Mr. Wood. Et contrairement à Slappy, lui n'a pas besoin de beaucoup de temps pour révéler sa véritable nature. Les filles pensent avoir gagné, elles pensent avoir survécu au cauchemar. Mais soudain, le nouveau pantin ouvre les yeux et commence à parler. Erelstein vient à peine de se débarrasser d'un pantin maléfique qui nous en présente déjà un deuxième. Et c'est peut-être ça le véritable génie de cette histoire. Le problème n'était pas seulement Slappy. Le problème, c'est que quelque part dans le monde, il existe peut-être d'autres pantins comme lui. Et voilà, notre voyage au cœur des premiers cauchemars de chair de poule s'arrête ici. Des sous-sols interdits, des masques maudits, des pantins qui sourient un peu trop longtemps, autant d'histoires qui ont hanté l'imagination de toute une génération de lecteurs. J'espère que cette plongée dans nos peurs d'enfance vous aura rappelé quelques souvenirs et offert quelques beaux frissons au passage. Et souvenez-vous, les monstres les plus effrayants ne vivent pas toujours dans les ténèbres. Parfois, ils se cachent simplement entre les pages d'un vieux livre. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Et maintenant, vous pouvez refermer le livre. Mais rien ne garantit que les créatures qu'il renfermait vous aient oublié.